Et si les mots qu'on utilise pour parler de l'école, eh bien s'ils changeaient carrément notre façon d'apprendre? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va voir comment un simple changement de vocabulaire peut en fait cacher une révolution bien plus profonde dans le monde de l'éducation. Regardez ça. D'un côté, on a des mots qui nous sont hyper familiers, non? Ça sent l'école, le modèle classique qu'on a tous connu. Et de l'autre, un vocabulaire qui peut paraître un peu, un peu intimidant, un peu du jargon peut-être. Alors, la question se pose forcément, est-ce que c'est juste du jargon un peu snob pour faire joli, ou est-ce que ça cache une vraie révolution dans notre manière de penser l'apprentissage? Allez, pour le savoir, on va décortiquer tout ça, voir ce qu'il y a vraiment derrière ces nouveaux mots. Pour y voir plus clair, on va explorer cette transformation en 5 temps forts. Alors on commence par le cœur du réacteur, le changement vraiment fondamental de tout ce modèle. D'abord, il y a ce qu'on appelle la transmission. C'est l'idée un peu classique, vous savez, l'image d'Épinal de l'enseignant qui, hop, verse le savoir dans la tête de l'élève, comme si c'était un vase vide à remplir. En gros, c'est une autoroute à sens unique. Le prof explique et on s'attend à ce que ça rentre, que ça se traduise comme par magie en compréhension chez l'élève. C'est très mécanique. Et attention, c'est pas juste de la théorie. Des recherches très sérieuses, comme celle de la pédagogue Marguerite Altais, le montrent sur le terrain. Regardez ce graphique, plus des 2/3 du temps en classe sont encore dictés par le prof. Ça laisse une part vraiment minuscule pour une adaptation réelle aux élèves. À l'opposé, on a le modèle de la construction. Et là, l'idée, c'est que l'apprentissage, c'est pas un truc qu'on reçoit passivement. C'est un processus actif. Le savoir, ça ne se verse pas, ça se construit, brique par chacun. Bon, et si on change la manière dont le savoir circule? Forcément, ça va chambouler les rôles de tout le monde dans la classe. Le prof, par exemple. On passe de la figure du maître à celle du médiateur. Le maître, c'est la figure d'autorité, celui qui sait. Il est au-dessus, l'élève en dessous. C'est une relation très verticale, avec le risque que l'élève se mette en position de soumission, un peu passive. Le médiateur, lui, son rôle est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe. Parfois, il fait le pont entre ce que l'élève sait déjà et les nouvelles connaissances. D'autres fois, il gère le temps, il laisse la réflexion mûrir. Et puis, il y a des moments où il doit savoir se mettre en retrait, créer une rupture pour que l'élève devienne autonome. Et logiquement, de l'autre côté, l'élève devient l'apprenant. Pour bien saisir la nuance, il y a cette petite histoire des 3 peintres. Imaginez, ils font tous la même chose, ils peignent un mur. Mais le premier, il le fait juste pour récupérer sa caution. Le deuxième, c'est un pro, il peint vite pour faire du profit. Le troisième, lui, il prépare le nid d'amour pour la personne qu'il aime. L'action est la même, mais le sens, l'engagement, ça n'a rien à voir. Eh bien, c'est ça, la différence entre un élève qui subit et un apprenant qui construit. Alors, si les acteurs et la philosophie changent, les outils, eux aussi, doivent évoluer. On passe par exemple du programme scolaire, qui est souvent juste une longue liste de choses à savoir, au curriculum. Le curriculum, c'est bien plus large. Ça ne dit pas seulement quoi apprendre, mais aussi comment on va l'apprendre, avec quels outils, quelles activités. De la même manière, la leçon, bien ficelée et planifiée à l'avance, laisse la place au dispositif. Le dispositif, c'est un environnement d'apprentissage plus souple qui permet aux profs de s'adapter en direct à ce qui se passe vraiment dans la classe. Ok, mais alors, comment on mesure la réussite dans ce nouveau paradigme? Eh bien, même l'idée de notes ou de tests évolue. Le mot contrôle, qui vient d'ailleurs du monde de la compta, on vérifie si les comptes sont bons, est remplacé par évaluation. Et évaluer, ça veut dire chercher la valeur de quelque chose, en comprendre le sens. Et c'est là que ça devient intéressant. Une bonne évaluation, c'est un équilibre délicat entre 2 choses. L'estime, c'est-à-dire valoriser la personne, ses efforts, son cheminement, et l'estimation, qui est le jugement lucide du travail rendu par rapport à des attentes claires. Il faut les deux. L'un sans l'autre, c'est soit de la complaisance, soit une sanction froide. Finalement, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tout ça nous dit sur le métier d'enseignant lui-même? Ça nous montre un passage du métier à la profession. Le métier, au sens artisanal, c'est l'application de gestes, de routines qui ont fait leurs preuves. La profession, c'est autre chose. C'est la capacité à analyser des situations uniques, complexes, et à inventer des solutions sur mesure. Et ce changement de vocabulaire, au fond, nous renvoie à une question essentielle sur notre propre système éducatif. Est-ce qu'on est en train de former des artisans qui appliquent des recettes toutes faites, ou est-ce qu'on cherche à développer de vrais professionnels capables de s'adapter et d'innover face à l'imprévu? Tout ce débat, finalement, il tient peut-être dans le choix d'un seul mot,